Une femme noire refuse de céder son siège légitime dans un avion, déclenchant une tempête de racisme et d'arrogance de la part d'un puissant homme blanc, dont les paroles venimeuses, capturées en vidéo, mettent en péril tout ce qu'elle a construit. Saura-t-elle tenir bon face à cette injustice criante? Si l'histoire d'Amara vous révolte, mettez un like et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer que vous soutenez ceux qui luttent contre l'injustice. Partagez vos propres expériences dans les commentaires pour amplifier cette voix. Amara Johnson, une ingénieure aérospatiale noire de 32 ans, serrait son billet d'embarquement pour le vol 2271 à destination de Seattle, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Après 15 années à se frayer un chemin à travers des barrières systémiques, des micro-agressions quotidiennes et des discriminations ouvertes, elle se dirigeait enfin vers une interview qui pourrait changer sa vie. Apex Aerospace, une entreprise prestigieuse, l'avait personnellement sollicité pour un poste de direction en ingénierie des matériaux, un rôle qu'aucune femme noire n'avait jamais occupé dans leur histoire. L'aéroport bourdonnait d'une énergie chaotique, les annonces des haut-parleurs se mêlant aux conversations des voyageurs. Amara tirait sa valise à roulettes, son esprit déjà tourné vers la présentation qu'elle devait peaufiner pour le lendemain. Ses recherches sur les matériaux composites avancés promettaient de révolutionner la fabrication des avions, les rendant plus légers, plus résistants et plus économes en carburant. Chaque obstacle qu'elle avait surmonté, le conseiller d'orientation du lycée, qui lui avait suggéré d'opter pour les soins infirmiers plutôt que l'ingénierie, le professeur d'université qui s'étonnait de ses excellentes notes, les entretiens où on lui disait qu'elle était trop qualifiée ou pas tout à fait adaptée à la culture de l'entreprise, semblaient enfin converger vers ce moment décisif. Alors qu'elle approchait de la porte d'embarquement, l'agent de la compagnie, une femme d'une quarantaine d'années au sourire professionnel, l'interpella avec chaleur. « Madame Johnson, bonne nouvelle. Vous avez été surclassée en classe affaires grâce à votre statut platine. » Amara esquissa un sourire, une lueur d'espoir naissant en elle. Peut-être était-ce un signe que l'univers, pour une fois, jouait en sa faveur. Elle emprunta la passerelle d'embarquement, répétant mentalement les points clés de sa présentation. À bord, l'hôtesse de l'air, Lena Kim, une femme d'origine coréenne au badge impeccablement épinglé, l'accueillit avec une amabilité sincère. « Bienvenue à bord, Madame Johnson. Vous êtes au siège 3A, côté hublot, à gauche. » La classe affaires était un havre de paix comparé à l'agitation des autres cabines. Amara s'installa dans son siège spacieux, rangea son portfolio dans le compartiment supérieur et accepta un jus d'orange offert avant le décollage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à sa place, sans avoir à se justifier ou à se faire toute petite. Elle sortit une petite épingle en argent usé, un héritage de son grand-père, un des célèbres Tuskegee Airmen, qui avait brisé les barrières raciales dans les cieux à une époque où la ségrégation sévissait encore. « Le ciel ne se soucie pas de ta couleur, ma petite, » lui disait-il. « Il ne juge que ta maîtrise de son langage. » Cette épingle, qu'elle portait pour les occasions importantes, lui rappelait qu'elle descendait d'une lignée de pionniers, alors que les derniers passagers embarquaient. Amara consulta son téléphone. Un courriel inattendu apparut, signé par Claire Dubois, la PDG d'Apex Aerospace elle-même. « Madame Johnson, j'ai examiné vos recherches et je suis profondément impressionné. Votre approche des composites est exactement ce dont Apex a besoin pour rester compétitif. J'ai modifié mon agenda pour assister à votre entretien demain. Hâte de discuter de votre vision. Bon voyage! » Amara relut le message 3 fois. Le souffle coupé. La PDG en personne. Ce n'était pas un simple entretien de courtoisie ou une initiative de diversité. Il valorisait réellement son travail. Le vol décolla sans encombre, s'élevant dans un ciel d'azur. Amara commanda une soupe pétillante et ouvrit son ordinateur portable pour revoir sa présentation. Tout devait être parfait. Ce n'était pas seulement pour sa carrière, mais pour ouvrir des portes à d'autres femmes noires dans l'aérospatiale.
Environ 45 minutes après le décollage. L'avion fut secoué par des turbulences soudaines. Les boissons se renversèrent, les compartiments à bagages vibrèrent, et le signal de bouclage des ceintures s'alluma. Lena Kim parcourut l'allée avec efficacité, vérifiant les passagers et sécurisant les objets. La voix du capitaine, légèrement tendue, résonna. « Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence imprévue. Veuillez rester assis avec vos ceintures attachées. » Pendant près de 20 minutes, l'avion tangua violemment. Enfin, le calme revint. Mais une nouvelle annonce suivit. « Chers passagers, par mesure de précaution, nous allons effectuer un arrêt à Denver pour une vérification de sécurité. Nous atterrirons dans environ 30 minutes et vous tiendrons informés. » Un murmure de frustration parcourut la cabine. Amara consulta sa montre, inquiète. Même un court retard pourrait compliquer sa soirée, mais elle aurait encore assez de temps pour son entretien. Elle relut le courriel de Claire Dubois, laissant la fierté l'envahir. La voix de son grand-père semblait murmurer « Tu traces un nouveau ciel, ma petite. » Absorbée par ce moment, elle ne remarqua pas l'homme imposant qui se tenait dans l'allée à côté d'elle, jusqu'à ce qu'une voix tranchante brise sa concentration. « Excusez-moi, mais vous devez changer de place. » Amara leva les yeux et vit un homme blanc d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume coûteux, une montre de luxe scintillant à son poignet. Son expression mêlait impatience et mépris. « Pardon, » répondit-elle, pensant avoir mal entendu. « Ma fille et moi avons été séparés lors des dernières attributions de siège, » expliqua-t-il en désignant une adolescente blonde, visiblement gênée, à quelques rangées derrière. « Elle est en 24B, en classe économique, et je veux que vous échangiez pour que nous puissions être ensemble. » Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Amara remarqua que l'adolescente, probablement nommée Sophia, semblait mal à l'aise. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme ajouta « Je suis Richard Langley, vice-président exécutif de Triton Enterprises. Je suis sûr que la compagnie n'aurait pas mis quelqu'un comme vous en classe affaires s'il n'y avait pas eu une erreur de surréservation. » L'insinuation était limpide, cinglante comme une gifle. « Quelqu'un comme vous. » Amara inspira profondément, maîtrisant sa colère. « Je suis désolé, Monsieur Langley, mais je ne vais pas changer. C'est mon siège attribué, et j'ai été surclassé grâce à mon statut avec la compagnie. » Le visage de Langley se durcit, ses mâchoires se crispant. Une lueur dangereuse passa dans ses yeux, celle d'un homme peu habitué à entendre « non », surtout de la part d'une femme noire. « Peut-être ne m'avez-vous pas compris, » dit-il, sa voix baissant en un murmure menaçant. « Ma fille a 16 ans. C'est son premier vol seul, et nous devons être ensemble. » Sophia, derrière lui, marmonna. « Papa, ça va. Je peux rester là-bas. »« Tais-toi. » Sophia lança Langley sans se retourner. Amara sentit les regards des autres passagers se poser sur eux. Une femme d'âge mûr, Margaret, assise de l'autre côté de l'allée, ricana doucement, murmurant à son voisin. Elle devrait savoir où est sa place. Ce commentaire, ajouté à l'arrogance de Langley, fit bouillir le sang d'Amara, mais elle resta calme. « Monsieur, je comprends votre inquiétude, mais j'ai une réunion professionnelle cruciale à Seattle pour laquelle je me prépare. Ce siège m'a été attribué, et je ne suis pas obligé de le céder. » Les narines de Langley frémirent. « Savez-vous qui je suis? » siffla-t-il, sa voix montant d'un ton, attirant davantage d'attention. « Je dépense plus de 100 000 $ par an avec cette compagnie. Je ne peux imaginer comment vous avez atterri en classe affaires, mais c'est clairement une erreur. Quelqu'un a dû avoir pitié de vous. » Des exclamations étouffées parcoururent de la cabine. Plusieurs passagers sortirent de leur téléphone, filmant la scène. Sophia baissa la tête, mortifiée. « Papa, arrête, s'il te plaît, » murmura-t-elle. Mais Langley l'ignora. Amara, le cœur battant à tout rompre, répondit avec une fermeté mesurée. « Monsieur, j'ai mérité ce siège, tout comme n'importe qui ici.
Si être avec votre fille est si important, demandez à l'hôtesse si vous pouvez aller en classe économique avec elle. L'idée que lui devrait descendre en classe économique sembla le pousser à bout. Son visage vira au cramoisi. C'est ridicule. Je n'ai jamais été traité avec autant de manque de respect. Où est une hôtesse? Il faut régler ça tout de suite. Comme invoqué par ses cris. Lena Kim apparut. Son calme professionnel intact malgré la tension palpable. Y a-t-il un problème que je puisse résoudre? Demanda-t-elle. Regardant tour à tour Amara et l'Anglais, avant qu'Amara ne puisse parler. L'Anglais se lança. Oui, absolument. Ma fille et moi devons être ensemble, et cette femme refuse de nous accommoder. Je veux que vous la déplaciez en classe économique et que ma fille prenne ce siège. Lena se tourna vers Amara. Madame, est-ce votre siège attribué? Oui, répondit Amara. J'ai été surclassé grâce à mon statut platine. Lena hocha la tête et se tourna vers l'Anglais. Monsieur, je suis désolé pour l'inconvénient, mais nous ne pouvons pas obliger un passager à céder son siège attribué. Madame Johnson est correctement installée selon son billet. L'Anglais devint livide. Oh, je vois ce qui se passe. Vous jouez la carte raciale, n'est-ce pas? C'est de la discrimination inversée. Sa voix tonna dans toute la cabine. Je veux parler à un vrai responsable, pas à une hôtesse embauchée pour remplir un quota de diversité. Sophia, horrifiée, s'écria. Papa, arrête, c'est gênant. Ferme-la, Sophia, aboya l'Anglais. Tu dois apprendre comment le monde fonctionne. Parfois, il faut remettre les gens à leur place. Margaret, la passagère de l'autre côté, éclata d'un rire moqueur, ajoutant « Exactement. Ces gens pensent qu'ils peuvent tout avoir maintenant. » Amara sentit une rage incandescente monter en elle, mais des années d'expérience lui avaient appris à ne pas montrer sa colère, de peur d'alimenter les stéréotypes. Lena, imperturbable, répondit « Monsieur, je suis la chef de cabine de ce vol. Je vous demande de regagner votre siège, car nous préparons la descente vers Denver. Vous créez un danger en bloquant l'allée. » Langley croisa les bras, refusant de bouger. « Je ne partirai pas tant que ce problème ne sera pas résolu correctement. Je dépense trop d'argent avec votre compagnie pour être traité ainsi. » La tension était à son comble. Plusieurs passagers filmaient désormais, et un homme d'affaires en costume gris murmura à son collègue. « Ça va devenir viral. » Lena, d'une voix ferme mais polie, rétorqua « Monsieur, la politique de la compagnie est claire. Aucun passager ne peut être forcé de céder son siège pour le confort d'un autre. Si vous souhaitez être avec votre fille, nous pouvons vérifier s'il y a des sièges adjacents ailleurs après l'atterrissage à Denver. » L'Anglais explosa. « C'est absurde. Vous donnez la priorité à quelqu'un qui a probablement profité d'un programme de bourse pour minorité pour obtenir cet upgrade. » Des hoquettes de stupeur éclatèrent. Une vieille dame à l'arrière marmonna. « Quel scandale! » Mais ce fut alors que Langley commit l'irréparable. Il se pencha vers Amara, son visage à quelques centimètres du sien, et cracha. « Vous devez apprendre où est votre place. Et ce n'est pas ici. » De minuscules gouttelettes de salive atterrirent sur la joue d'Amara alors qu'il pointait l'arrière de l'avion. Un silence glacial envahit la cabine. Chaque téléphone était en train de filmer. Sophia s'était reculée, des larmes de honte dans les yeux. Mais l'Anglais ne s'arrêta pas là. Dans un geste calculé, il saisit son gobelet de café encore chaud, posé sur son plateau, et, avec un rictus de mépris, le renversa délibérément sur l'ordinateur portable d'Amara, ouvert devant elle. Le liquide brunâtre s'infiltra dans le clavier. L'écran clignota avant de s'éteindre. « Oups » dit-il avec un sourire narquois. « Peut-être que ça vous apprendra à respecter vos supérieurs. » Amara sentit son cœur se briser. Cet ordinateur contenait non seulement sa présentation pour Apex, mais aussi des années de recherche, des notes personnelles, des souvenirs numériques irremplaçables. Margaret éclata de rire, applaudissant doucement.
Bien joué, lança-t-elle, renforçant l'humiliation. La rage d'Amara menaçait d'exploser, mais elle resta figée, sachant que la moindre réaction serait utilisée contre elle. Lena intervint, se plaçant entre l'Anglais et Amara. Sa voix, claire et autoritaire, résonna. « Monsieur, sur cet avion, la place de Madame Johnson est exactement là où elle est assise, dans le siège qui lui a été attribué, la vôtre. En revanche, est remise en question. Les règlements fédéraux interdisent de menacer ou d'interférer avec l'équipage ou les passagers. Vous avez deux choix: regagner votre siège immédiatement, ou je ferai appel à la sécurité à Denver. Décidez maintenant. » Un silence stupéfait suivit. L'Anglais, momentanément déstabilisé, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Un passager murmura: « Incroyable! Elle l'a cloué! » L'Anglais retrouva enfin sa voix, sifflant. « Vous regretterez ça. Je veux votre nom et votre numéro d'employé. Votre carrière est finie. Compris. » Lena, imperturbable, répondit: « Je m'appelle Lena Kim et mon numéro est sur mon badge. Maintenant, nous préparons la descente. Deux collègues vont vous escorter au siège 18A, encore libre en première classe, mais loin de Madame Johnson. Votre fille peut vous rejoindre si vous le souhaitez. » Deux stewards apparurent, leur présence imposante rendant toute résistance futile. « Ce n'est pas fini, » grogna l'Anglais, lançant un regard venimeux à Amara et Lena avant de se laisser guider. Quelques passagers applaudirent spontanément. Une femme noire âgée, assise à l'arrière, tendit la main à Amara, la serrant brièvement en signe de solidarité. Une fois l'Anglais éloigné, Lena se pencha vers Amara. « Madame Johnson, je suis sincèrement désolé de ce que vous venez de vivre. Êtes-vous d'accord? » Amara hocha la tête, mais son calme de façade s'effritait. Ses mains tremblaient en ramassant son ordinateur ruiné. « Ça va? Merci de votre intervention. » Mais elle n'allait pas bien. L'adrénaline retombait, laissant place à une vague de panique familière. Sa poitrine se serra, sa vision se troubla. Elle reconnut les signes d'une crise d'angoisse, qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses années d'université, lorsqu'un professeur avait publiquement mis en doute son mérite. Lena, remarquant son changement, murmura: « Respirez lentement, par le nez, expirez par la bouche. Voulez-vous de l'eau ou du thé? »« De l'eau, s'il vous plaît, » articula Amara, se concentrant sur sa respiration. Une femme blanche d'une trentaine d'années, assise devant, se retourna. « Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis coach en méditation. Puis-je vous guider à travers des exercices de relaxation? » Normalement, Amara aurait refusé, préférant gérer seule, mais la sincérité de Sophie la toucha. Elle acquiesça, pendant quelques minutes, alors que l'avion amorçait sa descente vers Denver. Sophie l'aida à se recentrer. « Sentez vos pieds ancrés au sol. Nommez 5 choses que vous voyez autour de vous. » À l'atterrissage, Amara avait retrouvé un semblant de calme, bien que la tension persiste dans ses épaules. « Merci, » dit-elle à Sophie. « Ça m'a vraiment aidé. » « Pas de merci, » répondit Sophie. « Ce que cet homme a fait est inacceptable. J'ai tout filmé. D'ailleurs, si vous avez besoin de la vidéo, voici ma carte. » Amara prit la carte, notant que Sophie était coach de bien-être à Portland. Une alliée inattendue. En préparant son sac pour descendre à Denver, Amara ralluma son téléphone, qui passa en mode connecté. Une avalanche de notifications l'inonde de messages. Alertes Twitter, courriels, LinkedIn. Confuse, elle ouvrit Twitter et se figea. Une vidéo titrée « Exécutif raciste ordonne à une femme noire de savoir sa place dans un avion. La réponse de l'hôtesse est épique » avait déjà plus de 3 millions de vues. Les hashtags Voleur Noir et Justice pour Amara étaient en tendance nationale. Quelqu'un avait publié la vidéo pendant le vol, via le Wi-Fi à bord. Le clip montrait toute la demande arrogante de l'Anglais, son commentaire « Quelqu'un comme vous », son « Savoir votre place ».
et le café renversé intentionnellement. Le visage d'Amara était clair, tout comme celui de l'Anglais, et Margaret apparaissait en arrière-plan, riant. Son téléphone vibrait sans cesse. Un message de sa mère. « Ma chérie, tu vas bien, tu es partout sur Internet », de son amie Clara. Amara. Quel courage. Ce type est ignoble. Appelle-moi. Puis, un message anonyme glaçant. Saleuse. Tu vas regret de t'être mise en avant. On te trouvera. Comment quelqu'un avait-il son numéro si vite? En traversant le terminal de Denver, Amara sentit les regards peser sur elle. Certains étaient emplis de sympathie, d'autres d'hostilité. Elle surprit des bribes de conversation. C'est elle, celle de la vidéo. Elle a eu ce qu'elle méritait, à provoquer un homme comme lui. Trouvant un coin tranquille, elle appela sa mère. « Amara, tu es en sécurité ?» demanda celle-ci, la voix tremblante. « Oui, maman, je vais bien », répondit Amara, bien que sa voix vacille. « C'était dur, mais je gère. »« Ton père veut prendre l'avion pour te rejoindre », ajouta-t-elle. « Non, papa, je dois gérer ça seul », insista Amara. « Mon entretien chez Apex est trop important. » Mais alors qu'elle parlait une autre anecdote la vie de sa mère, une notification interrompit la conversation. Un courriel d'un inconnu avec l'objet « Salle noire. Tu vas payer ?» Elle le ferma sans l'ouvrir. « Je serai prudente, promis », dit-elle avant de raccrocher. En levant les yeux, elle vit une foule près d'un écran de télévision dans le terminal. En s'approchant, elle eut le souffle coupé, elle se voyait sur une chaîne nationale. Avec un bandeau, « Scandale raciste dans un avion, la vidéo qui divise l'Amérique ». L'animateur commentait. Cette confrontation à bord du vol 271 a été vue plus de 5 millions de fois en quelques heures. Amara recula, tirant son capuchon pour tenter de passer inaperçue. Elle avait besoin d'un endroit calme pour réfléchir, mais le chaos la suivait. Alors qu'elle se dirigeait vers un café, un homme en uniforme de sécurité l'interpella. « Madame Johnson, je suis l'officier Martinez, sécurité de l'aéroport. Veuillez me suivre. Il y a eu un incident. » « Quel incident? » demanda Amara, son pouce accélérant. « Monsieur Langlais a porté plainte. Nous devons discuter de ces accusations, » répondit Martinez, son expression neutre. « Mieux vaut en parler en privé. » Le cœur lourd, Amara suivit l'équipe de sécurité, consciente des murmures et des regards qui la traquaient à travers le terminal. Ce qui avait commencé comme un simple vol pour un entretien était devenu une tempête incontrôlable. En approchant d'une porte marquée « Sécurité de l'aéroport », elle aperçut l'Anglais à l'intérieur. Un sourire satisfait au coin des lèvres. Il croyait clairement que ses accusations joueraient en sa faveur. La porte se referma derrière elle avec un claquement lourd, et Amara se demanda si elle atteindrait Seattle, ou même son entretien décisif. Dans une petite salle de conférence, l'Anglais était assis avec l'assurance d'un homme habitué à ce que le système plie à sa volonté. À ses côtés, Sophia évitait tout contact visuel, l'air misérable. Martinez invita Amara à s'asseoir en face. « Madame Johnson, Monsieur Langlais affirme que vous avez menacé sa fille verbalement avant l'incident filmé. » Amara resta bouche bée. « C'est totalement faux. Je n'ai jamais parlé à sa fille. Je ne savais même pas qu'ils étaient liés avant qu'il n'approche mon siège. » L'Anglais se pencha, feignant l'inquiétude. Ma fille était terrifiée. Elle a poliment demandé à échanger les sièges avant que je n'intervienne. Et cette femme lui a dit, je cite, « de retourner à sa place de petite blanche privilégiée. » Ça n'a jamais eu lieu, protesta Amara, regardant Sophia, qui fixait le sol. Il y avait des dizaines de témoins dans l'avion. Personne ne m'a entendu dire ça, parce que ça n'est jamais arrivé. L'Anglais secoua la tête, jouant la tristesse. Ce genre de comportement raciste divise notre pays. Ma famille est victime d'un lynchage virtuel à cause d'une vidéo manipulée. « Papa, arrête !» murmura Sophia, sa voix à peine audible. La pièce se figea. L'Anglais lança un regard furieux à sa fille. « Sophia, tu es confuse. Rappelle-toi ce qu'elle t'a dit. » «
Je ne suis pas confuse. Coupa Sophia, plus fort. Elle ne m'a jamais parlé. Je suis resté à l'arrière comme tu me l'as dit. Martinez observa la jeune fille, puis Langley, dont l'assurance vacillait. Monsieur Langley, faire de fausses déclarations à la sécurité est une infraction grave. Ma fille est intimidée par cette situation, tenta Langley, mais son ton sonnait creux. Une voix nouvelle s'éleva depuis la porte. En fait, nous avons examiné les images de sécurité de l'avion, avec l'audio. Lena Kim se tenait là, accompagnée d'un homme en uniforme de pilote, le capitaine Morrow. Les images confirment que Mme Johnson n'a jamais interagi avec Mlle Langley avant l'incident. Elles montrent aussi M. Langley ordonnant à sa fille de rester en classe économique pendant qu'il confrontait Mme Johnson. Langley blêmit. C'est scandaleux, savez-vous qui je suis? Je peux vous faire tous licencier d'un coup de fil. Martinez resta impassible. Monsieur Langley, votre plainte est rejetée comme non fondée. Vous pouvez remonter à bord une fois l'avion autorisé à repartir. Mais je vous conseille de revoir votre comportement. Ce n'est pas fini, cracha Langley, attrapant Sophia par le bras et quittant la pièce. Sophia lança un regard d'excuse à Amara avant de disparaître. Martinez se tourna vers Amara. « Madame Johnson, je m'excuse pour le dérangement. Vous êtes libre de partir. » Dehors, Lena attendait. « Vous tenez le coup. Cet homme est incroyable. »« Je tiens, » répondit Amara, épuisée. « Merci encore pour votre soutien. » Lena sourit faiblement. « C'est moi qui devrais vous remercier. Cette vidéo fait de moi une héroïne sur Internet. Mais je crains la réaction de la compagnie quand l'attention retombera. » Elles marchèrent ensemble dans le terminal. Consciente des regards, Lena consulta sa montre. « Nous avons environ 40 minutes avant de remonter à bord. Puis-je vous offrir un café? » Dans un café calme, loin des curieux, Amara et Lena trouvèrent un moment de répit. Elles découvrirent des points communs. « Mon frère est ingénieur aérospatial », mentionna Lena. « Il travaille chez Apex, à Seattle, dans la division matériaux. » Amara sursauta. « Vraiment, comment s'appelle-t-il? »« Daniel Kim. Il est là-bas depuis 6 ans. »« Daniel Kim, qui a présenté un article sur les applications des nanotubes de carbone à la conférence AIAA, demanda Amara. Ébahi. Lena rit. « Vous connaissez son travail. » J'ai cité ses recherches dans mon propre article « Le monde est petit ». Pour la première fois depuis l'incident, Amara sourit sincèrement. Cette coïncidence semblait un bon présage. Mais ce moment fut brisé par une annonce. L'embarquement pour la suite du vol 271 reprendrait dans 15 minutes. En rassemblant ses affaires, Amara reçut un courriel d'Apex Aerospace. Son cœur s'arrêta. « Chère Madame Johnson, suite à des événements récents portés à notre attention, nous préférons reporter votre entretien prévu demain. Nous vous contacterons pour une éventuelle reprogrammation. Cordialement, Ressources humaines, Apex Aerospace. » Amara fixa l'écran. Abasourdie. « Il reporte mon entretien, » murmura-t-elle, la voix brisée. « À cause de la vidéo. » Lena lut le courriel par-dessus son épaule, son visage s'assombrissant. « C'est de la discrimination. Ils n'ont pas le droit. » « Ils ne disent pas explicitement que c'est à cause de la vidéo, » fit remarquer Amara, le poids de la déception s'abattant sur elle. « C'est assez vague pour qu'ils puissent nier. » Lena posa une main sur son bras. « Laissez-moi appeler mon frère. Il pourrait découvrir ce qui se passe vraiment. » Pendant que Lena s'éloignait pour téléphoner, Amara rafraîchit ses réseaux sociaux, regrettant immédiatement sa décision. La vidéo avait explosé, dépassant les 10 millions de vues. Les commentaires étaient divisés, certains la saluaient comme un symbole de résistance digne. D'autres l'accusaient de jouer la carte raciale pour attirer l'attention. Pire encore, des messages directs inondaient ses comptes, allant du soutien sincère aux menaces explicites. L'un d'eux contenait l'adresse de ses parents à Atlanta, avec les mots « On sait où trouver ta famille ». Lena revint, l'air préoccupé.
Daniel dit qu'il y a plus à cette histoire. Langley n'est pas juste un passager arrogant. C'est un investisseur majeur dans plusieurs entreprises aérospatiales, y compris Apex. Il siège à leur conseil consultatif. Tout s'éclaira. Langley ne se contentait pas de réagir à leur confrontation. Il utilisait son pouvoir pour détruire sa carrière avant même qu'elle ne commence. Il fait déjà ses menaces, dit Amara doucement. Il veut m'anéantir. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Un tumulte près de la porte d'embarquement attira leur attention. Langley, entouré de journalistes, jouait la victime avec une aisance écœurante. Une situation profondément regrettable, mal interprétée, déclarait-il. La voix mielleuse. Ma famille soutient depuis toujours les initiatives de diversité. Ma fondation a donné des millions pour l'éducation des jeunes défavorisés. Amara sentit la nausée monter. Comment pouvait-il mentir avec autant d'aplomb? Lena murmura. Comment vit-il avec lui-même? Alors qu'elles observaient, les passagers commencèrent à se mettre en file pour l'embarquement. Amara remarqua un silence gêné s'installer lorsqu'elle s'approcha de la porte. Certains lui adressèrent des hochements de tête encourageants. D'autres détournèrent les yeux. Son téléphone vibra avec un nouveau message de Clara. Amara, j'ai vu la vidéo complète. Il a renversé ce café exprès. C'est dégoûtant. Tiens bon. Mais un autre message. Anonyme. La glaça. Tu crois que c'est fini, on va brûler ta maison. Comme tu as brûlé sa réputation? Amara rangeait à son téléphone, le cœur lourd. Ce n'était plus seulement une question de siège ou d'entretien. C'était une guerre contre un homme puissant qui ne reculerait devant rien pour la réduire au silence. En montant dans l'avion, elle croisa le regard de Langley, déjà installé à l'avant de la cabine. Son sourire narquois lui envoya un frisson dans le dos. Cette confrontation, elle le savait, n'était que le début d'une bataille qui menaçait de tout lui arracher. Le terminal de l'aéroport de Denver semblait rétrécir autour d'Amara Johnson, l'air chargé d'une tension oppressante alors qu'elle remontait dans l'avion pour la dernière étape vers Seattle. Chaque pas résonnait comme un défi. Chaque regard des autres passagers, certains empreints de pitié, d'autres de jugement, pesait comme une accusation silencieuse. Elle avait l'impression d'être une fugitive dans son propre monde, poursuivie par l'ombre menaçante de Richard Langley. Cet homme dont l'arrogance et le mépris raciste avaient transformé un simple vol en une bataille pour sa dignité, sa carrière, et peut-être même sa vie. Assise à nouveau au siège 3A, elle serrait l'épingle de son grand-père, ce symbole des Tuskegee Airmen, comme un talisman contre la tempête qui s'annonçait. L'écran noir de son ordinateur portable, détruit par le café renversé intentionnellement par Langley, semblait se moquer d'elle. Des années de travail, des présentations soigneusement préparées pour son entretien chez Apex Aerospace, des souvenirs numériques de ses recherches, tout avait été anéanti en un instant, sous les rires cruels de Margaret, cette passagère qui avait applaudi l'humiliation. Lena Kim, la chef de cabine, passa dans l'allée, lançant un regard rassurant à Amara avant de poursuivre ses vérifications. Mais même la présence de Lena, une alliée dans ce chaos, ne pouvait apaiser la colère qui bouillonnait dans la poitrine d'Amara. Une rage alimentée par l'injustice, l'impuissance et la peur croissante que Langley ait le pouvoir de réduire son avenir à néant. À peine l'avion eut-il redécollé qu'Amara sentit son téléphone vibrer sans relâche. Les notifications s'accumulaient, un déluge de messages sur les réseaux sociaux, de courriels et d'appels manqués. Elle ouvrit Twitter, où le hashtag #JusticePourAmara continuait de grimper, mais les commentaires positifs étaient désormais noyés sous une vague de vitriol. Des comptes anonymes l'accusaient d'avoir provoqué Langley, de chercher la célébrité, ou pire, d'être une menace pour l'ordre social. Un message particulièrement haineux, signé d'un compte nommé Patriote Vrai 1576, déclarait « Les gens comme toi ne méritent pas de voler en classe affaires. Reste à ta place, ou on t'y remettra. » Amara ferma l'application, le cœur battant.
Comment la situation avait-elle dégénéré si vite? Elle tenta de se concentrer sur sa respiration. Comme Sophie, la coach de méditation. Le lui avait appris à Denver. Mais la panique revenait, plus forte, comme une marée montante. Puis un courriel attira son attention. Envoyé par une adresse générique d'Apex Aerospace. Chère Madame Johnson, nous regrettons de devoir annuler votre entretien prévu. En raison de préoccupations internes, nous ne sommes plus en mesure d'envisager votre candidature à ce stade. Merci de votre compréhension. Annulé. Pas reporter, mais annulé. Le mot résonna dans son esprit comme un coup de marteau. Apex. L'entreprise qui avait vanté ses recherches, qui avait vu en elle une pionnière, venait de la rejeter sans explication. Elle relut le message, cherchant un indice, une faille. Mais il était glacial, définitif, l'anglais. C'était forcément lui, Lena, qui passait à nouveau. Remarqua son expression. « Tout va bien », demanda-t-elle doucement. Amara lui tendit son téléphone, incapable de parler. Lena lut le courriel, ses yeux s'écarquillant. « C'est inacceptable », murmura-t-elle. « Mon frère, Daniel, travaille chez Apex. Je vais l'appeler dès qu'on atterrit. Ils ne peuvent pas faire ça. » Mais Amara savait que l'anglais, avec son influence et son argent, pouvait faire bien pire. À l'atterrissage à Seattle, la nuit enveloppait la ville, les lumières scintillantes contrastant avec l'obscurité grandissante dans l'esprit d'Amara. En traversant le terminal, elle évita de regarder les écrans où sa confrontation avec l'anglais tournait en boucle sur les chaînes d'information. Des reporters, flairant une histoire juteuse, rôdaient près de la porte d'arrivée. Amara baissa son capuchon et accéléra le pas. Mais une femme en tailleur, micro à la main, l'interpella. « Madame Johnson, je suis Clara Nguyen, journaliste indépendante. Puis-je vous parler de l'incident du vol? » Amara hésita. Clara, d'origine vietnamienne, avait une intensité dans le regard qui semblait sincère, différente de l'opportunisme des autres reporters. « Pas maintenant, » répondit Amara, la voix rauque. « Je suis désolé. » Clara glissa une carte dans sa main. « Je creuse sur l'anglais depuis des années. Il a un passé trouble. Appelez-moi si vous changez d'avis. » Amara hocha la tête et s'éloigna, mais la carte semblait brûler dans sa poche. À l'hôtel, elle s'effondra sur le lit, épuisée, mais le sommeil refusait de venir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le sourire narquois de l'anglais, entendait les rires de Margaret, sentait le café chaud ruiner son ordinateur. Elle vérifia son téléphone par réflexe, espérant un message de réconfort. Mais ce qu'elle trouva la glaça. Un courriel de sa banque l'informait que son compte avait été gelé pour activité suspecte. Une tentative de connexion non autorisée avait été détectée depuis une adresse IP inconnue. Elle appela immédiatement la banque, mais après 30 minutes d'attente, une opératrice l'informa que le problème ne pourrait être résolu qu'en personne, dans une agence, à Atlanta, à des milliers de kilomètres. Ce n'était pas une coïncidence. L'anglais, ou ses sbires, avait orchestré cela. La colère monta, mêlée d'une peur viscérale. Jusqu'où cet homme irait-il pour la punir d'avoir osé tenir tête? Le lendemain matin, Amara se réveilla avec un mal de tête lancinant. Elle alluma la télévision de l'hôtel, espérant des nouvelles positives, mais tomba sur une interview de l'anglais sur une chaîne conservatrice. Il jouait la victime avec une aisance écœurante, les larmes aux yeux, prétendant que la vidéo avait été manipulée pour le faire passer pour un monstre. « Ma fondation soutient les communautés marginalisées depuis des décennies, » affirmait-il. Sa voix tremblante de fausse émotion. « Cette femme m'a provoqué. Et maintenant, ma famille est harcelée. » La présentatrice hochait la tête avec sympathie, tandis qu'un bandeau en bas de l'écran proclamait « Scandale aérien, un cadre accusé à tort ». Amara éteignit la télévision. Écœurée, elle ouvrit son ordinateur portable de secours, un vieux modèle qu'elle gardait dans sa valise, et tenta de récupérer des fichiers via le cloud.
Mais un autre choc l'attendait. Son compte cloud avait été piraté, ses dossiers de recherche supprimés, des années de travail, des données irremplaçables, envolées. Un message automatique du service client indiquait que la suppression avait été initiée depuis une adresse IP inconnue, la même que celle de la tentative de piratage bancaire. La rage d'Amara atteignit un point d'ébullition. Elle frappa le bureau, faisant trembler la lampe. L'Anglais ne se contentait pas de ruiner son entretien. Il voulait effacer son existence même. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Contre son instinct, elle répondit. Amara Johnson. Une voix féminine. Professionnelle mais chaude. Je m'appelle Rachel Patel, avocate spécialisée dans les droits civils. J'ai vu la vidéo de l'incident. Et je crois que vous avez un dossier solide contre Richard Langley pour discrimination et atteinte à la réputation. Êtes-vous intéressé à discuter? Amara, méfiante, demanda « Comment avez-vous eu mon numéro? » Clara Nguyen, la journaliste, m'a contacté. Elle pense que vous avez besoin d'aide. Et je suis d'accord. Langley est un prédateur connu dans les cercles industriels. Je travaille pro bono pour des cas comme le vôtre. Amara hésita, mais la sincérité de Rachel la convainquit. Elles convinrent de se rencontrer à Seattle dans l'après-midi. Peu après, Lena appela. « Amara, j'ai de mauvaises nouvelles. La compagnie aérienne m'a suspendu sans salaire pour comportement non professionnel. Ils disent que j'ai aggravé la situation avec Langley. » Amara sentit une nouvelle vague de colère. « C'est lui qui devrait être suspendu, pas vous. » Lena soupira. « Mon frère Daniel a entendu des rumeurs chez Apex. Langley a appelé Claire Dubois, la PDG, hier soir. Il a menacé de retirer ses investissements si votre entretien avait lieu. » Tout devint clair. Tout devint. Langley n'était pas seulement un passager arrogant. Il était un titan de l'industrie, avec des tentacules dans chaque secteur, y compris Apex. « Je ne vais pas me taire, » déclara Amara, la voix tremblante de détermination. « Il ne peut pas s'en tirer comme ça. » Mais Langley n'avait pas fini. En milieu de matinée, une nouvelle vague de calomnies déferla sur les réseaux sociaux. Un article publié par un site douteux, Vérité nationale, affirmait qu'Amara avait volé ses recherches sur les composites à un ancien collègue blanc, Tom Harris, qui avait travaillé avec elle à Atlanta. L'article citait Tom, qui déclarait « Amara était toujours ambitieuse, mais elle manquait d'originalité. Elle a copié mes idées et les a présentées comme les siennes. » Amara sentit la bile monter dans sa gorge. Tom Harris, un ingénieur médiocre qui avait toujours jalousé ses succès, avait sauté sur l'occasion pour l'enterrer. Pire encore. L'article incluait des détails personnels, son adresse à Atlanta, le nom de son lycée, même une photo d'elle à une conférence. Souriante, inconsciente du piège qui se refermait. Les commentaires sous l'article étaient un cloaque de haine, voleuse, opportuniste. Elle devrait être en prison, pas en classe affaires. Amara tenta d'appeler Tom, mais son numéro était déconnecté. Elle envoya un courriel à son ancien superviseur, espérant une clarification, mais reçut une réponse automatique, hors du bureau jusqu'à nouvel ordre. Le monde semblait se liguer contre elle. À l'heure du déjeuner, Amara rencontra Rachel Patel dans un café discret du centre de Seattle. Rachel, une femme d'origine indienne d'une quarantaine d'années, avait une présence à la fois rassurante et redoutable. Amara. Ce que Langley fait est classique. Il utilise son influence pour intimider et discréditer. Mais il a fait une erreur en laissant des traces. Clara Nguyen m'a envoyé des documents suggérant que Langley a un historique de comportement discriminatoire. Nous pouvons construire un dossier pour discrimination raciale, diffamation et même sabotage économique. Amara hocha la tête, mais une nouvelle notification interrompit la conversation. Un message de sa mère, paniquée. Amara, des gens sont venus frapper à la porte ce matin, demandant où tu étais. Ils avaient des pancartes disant des choses horribles. La police les a dispersés. Mais j'ai peur.
Amara sentit son estomac se nouer. L'Anglais ne s'attaquait pas seulement à elle. Il visait sa famille. « Rachel, il faut agir vite, » dit-elle, la voix tremblante. « Il est hors de contrôle. » Rachel griffonna des notes. « Nous allons demander une ordonnance restrictive contre l'Anglais pour harcèlement. Je vais aussi contacter Apex pour exiger des explications sur l'annulation de votre entretien. Mais nous devons être prudents. Langley a des alliés puissants, y compris dans le système judiciaire. J'ai entendu dire qu'il est proche d'un juge local, Harold Grayson, qui pourrait superviser une affaire comme la vôtre. » Amara sentit un frisson la parcourir. Un juge corrompu. La situation devenait cauchemardesque. Alors qu'elle discutait de la stratégie, Clara Nguyen entra dans le café, l'air pressé. « Amara, j'ai du nouveau. J'ai reçu un courriel anonyme d'un employé de Triton Enterprises, l'entreprise de Langley. Ils affirment avoir des preuves que Langley a orchestré une campagne contre vous, y compris le piratage de votre compte bancaire et cloud. » Elle tendit son téléphone, montrant un courriel signé « Un lanceur d'alerte ». Le message détaillait comment Langley avait engagé une firme de relations publiques douteuse, Veritas Solutions, pour répandre des rumeurs et salir la réputation d'Amara. « Ce n'est pas tout, » ajouta Clara. « L'expéditeur dit être le fils de Langley, Ethan. Il est prêt à témoigner contre son père. » Amara cligna des yeux, abasourdi. Ethan, le fils de Langley. Était-ce un piège ou une lueur d'espoir? Clara organisa une vidéoconférence avec Ethan, un jeune homme de 19 ans, étudiant en première année à l'université. Il semblait nerveux, ses yeux évitant la caméra. « Je ne supporte plus ce que fait mon père, » dit-il, la voix tremblante. « Il m'a forcé à mentir sur Sophia dans l'avion, disant qu'elle était terrifiée par vous. Mais c'était faux. Il m'a aussi demandé de surveiller vos réseaux sociaux pour trouver des failles. Je ne peux plus vivre avec ça. » Ethan révéla avoir accès à des courriels internes de Triton, où l'Anglais donnait des instructions explicites pour neutraliser Amara. Il a dit que vous étiez une menace pour l'industrie, qu'il fallait vous arrêter avant que vous ne deveniez un symbole. Amara sentit une rage nouvelle, différente, plus pure. Langley ne la voyait pas seulement comme une nuisance. Il la voyait comme un danger pour son monde de privilèges. « Ethan, pourquoi faites-vous ça? » demanda-t-elle. « Vous risquez beaucoup. » Il baissa les yeux. « Parce que j'ai vu comment il traite les gens, surtout ceux qui ne lui ressemblent pas. Ma mère a divorcé de lui à cause de ça. Je veux faire ce qui est juste. » Mais la campagne de Langley s'intensifia. En fin d'après-midi, une vidéo circula sur Internet, montrant Amara à Atlanta, interrogée par la police dans son quartier. Un voisin, acheté par Veritas Solutions, avait signalé une activité suspecte à son domicile, prétendant qu'elle vendait des substances illégales. La vidéo, montée de manière biaisée, la montrait entourée d'officiers, l'air coupable, alors qu'en réalité, elle expliquait calmement qu'elle était à des milliers de kilomètres. Les commentaires en ligne explosèrent. Criminel. Pas étonnant qu'elle ait provoqué Langley. Amara, en regardant de la vidéo, sentit des larmes de frustration lui monter aux yeux. « Ils essaient de me détruire, » murmura-t-elle à Rachel et Clara, qui étaient restées avec elle. Rachel serra les poings. « C'est une diffamation organisée. Nous allons contre-attaquer. » Clara hocha la tête. « Je vais publier un article ce soir, exposant les liens de Langley avec Veritas Solutions. Ethan m'a envoyé d'autres documents. » Mais le pire était encore à venir. En rentrant à son hôtel, Amara reçut un appel de sa meilleure amie, Monique, qui vivait à Atlanta. « Amara, quelqu'un a tagué ta maison. Des insultes raciales, des mots immondes, partout sur les murs. Les voisins ont vu un groupe de types masqués hier soir. La police dit qu'il n'y a pas assez de preuves pour enquêter. » Amara s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, sa maison, le refuge qu'elle avait acheté avec ses premières économies, souillé par la haine. Elle imagina sa mère, terrifiée, et son père,
furieux, prêts à tout pour la protéger. La rage, maintenant, était un brasier incontrôlable. L'Anglais ne se contentait pas de vouloir la briser professionnellement. Il voulait l'effacer. Elle, sa famille, son héritage. « Rachel, dit-elle, la voix froide comme l'acier. Je veux le poursuivre. Pour tout, discrimination, diffamation, harcèlement, sabotage. Je veux qu'il paye. » Rachel hocha la tête. « Nous déposons la plainte demain matin. Mais soyez prête, l'Anglais va contre-attaquer, et il ne joue pas fair play. » Ce soir-là, seule dans sa chambre d'hôtel, Amara reçut un dernier message anonyme. « Abandonne, ou ta famille souffrira encore plus. » Attachée. Une photo montrait l'épingle de son grand-père, celle qu'elle avait laissée dans son sac à bord de l'avion, maintenant brisée en deux. Quelqu'un l'avait volée, probablement sur ordre de l'Anglais. Ce n'était plus seulement une attaque contre sa carrière ou sa réputation, c'était une profanation de son histoire, de l'héritage de son grand-père, qui avait combattu pour un ciel où tous pouvaient voler. Elle serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. L'Anglais pensait pouvoir la briser. Mais il se trompait. Cette guerre, elle la mènerait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Alors qu'elle s'endormait, épuisée mais résolue, son téléphone vibra une dernière fois. Un message de Clara. L'article est en ligne. Regardez. Amara ouvrit le lien. Le titre, en gras, proclamait « Le magnat Richard Langley, accusé d'orchestrer une campagne raciste contre une ingénieure noire. » Les preuves d'Ethan, les témoignages de Lena et de Sophie, et les recherches de Clara exposaient les tactiques de Langley. Les commentaires affluaient « Justice pour Amara, honte à Langley ». Mais Amara savait que la bataille ne faisait que commencer. Langley, acculé, deviendrait encore plus dangereux. Et quelque part, dans l'ombre, un juge nommé Harold Grayson attendait peut-être de sceller son destin. Amara Johnson se tenait devant le tribunal de Seattle, le vent mordant de la côte ouest fouettant son visage, mais son regard restait fixé sur les marches de pierre qui menaient à la salle d'audience. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du vol d'Unuzo 71, 3 semaines d'une guerre sans merci, orchestrée par Richard Langley. Un homme dont l'arrogance et la cruauté avaient transformé sa vie en un champ de bataille. Chaque jour avait apporté une nouvelle attaque, son entretien chez Apex Aerospace annulé, son compte bancaire piraté, ses recherches effacées, sa maison vandalisée, et même l'épingle de son grand-père, un symbole sacré des Tuskegee Airmen, brisé en deux par des mains anonymes. Mais aujourd'hui, dans cette salle d'audience, Amara n'était plus une victime. Elle était une combattante, prête à affronter l'Anglais et son empire de privilèges. À ses côtés, Rachel Patel, son avocate, ajustait ses lunettes, un dossier débordant de preuves sous le bras. Clara Nguyen, la journaliste qui avait exposé les machinations de l'Anglais, était là aussi, son carnet à la main, prête à documenter chaque instant. Lena Kim, suspendue par la compagnie aérienne pour avoir défendu Amara, se tenait plus loin, son frère Daniel Kim à ses côtés, tous deux murmurant des encouragements. Et dans l'ombre, Ethan, le fils de l'Anglais, avait promis de témoigner. Un acte de courage qui risquait de lui coûter sa famille. Amara inspira profondément, sentant la rage qui l'avait portée jusqu'ici se mêler d'une détermination froide. L'Anglais avait voulu la réduire au silence, mais il avait sous-estimé sa résilience. Aujourd'hui, il allait payer. La salle d'audience était bondée, l'air chargé d'une tension palpable. Des journalistes s'entassaient au fond, leurs caméras prêtes à capturer chaque échange. Des activistes, brandissant des pancartes « Justice pour Amara » à l'extérieur, avaient transformé l'affaire en un symbole national de la lutte contre le racisme systémique. Mais Amara savait que la bataille serait rude. Le juge Harold Grayson, un homme aux cheveux gris et au visage impassible, était réputé pour ses liens avec l'élite industrielle, y compris l'Anglais. Rachel avait averti qu'il pourrait pencher en faveur de l'accusé, rendant chaque preuve,
Chaque témoignage, crucial. L'Anglais entra, flanqué de son équipe d'avocats, son costume impeccable contrastant avec le mépris qui se lisait dans ses yeux. Il évita le regard d'Amara, mais son sourire narquois, celui qu'elle avait vu dans l'avion, était toujours là, comme s'il croyait encore pouvoir écraser cette femme qui osait le défier. Sophia, sa fille, était absente, mais Ethan, pâle et nerveux, prit place dans les rangées réservées aux témoins, évitant le regard furieux de son père. Amara sentit une pointe de compassion pour le jeune homme, mais elle se concentra sur ce qui l'attendait, une confrontation qui déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui de tous ceux que l'Anglais avait écrasés avant elle. Rachel ouvrit la plaidoirie, sa voix claire et incisive résonnant dans la salle. « Mesdames et messieurs, cette affaire ne concerne pas un simple incident dans un avion. Elle concerne un homme, Richard Langley, qui a utilisé son pouvoir, son argent et son influence pour orchestrer une campagne raciste et diffamatoire contre ma cliente, Amara Johnson, une ingénieure aérospatiale talentueuse, simplement parce qu'elle a refusé de céder à ses exigences discriminatoires. Nous présenterons des preuves irréfutables de harcèlement, de sabotage économique, de diffamation et de violation des droits civils. Elle brandit un dossier contenant les courriels d'Ethan, les rapports de Clara sur les activités de Veritas Solutions et des témoignages de Lena et Sophie. Mais l'équipe de l'Anglais, menée par un avocat réputé, Victor Caldwell, contre-attaqua immédiatement, accusant Amara d'avoir manipulé l'incident pour gagner en notoriété. Mademoiselle Johnson a provoqué mon client, l'a filmé à son insu et a utilisé cette vidéo pour lancer une chasse aux sorcières médiatiques, déclara Caldwell, son ton mielleux masquant à peine son mépris. Amara serra les poings sous la table, la rage montant alors que Caldwell déformait la vérité avec une aisance écœurante. Le premier témoin fut Lena Kim, qui raconta avec une précision calme comment l'Anglais avait menacé Amara et renversé du café sur son ordinateur. « J'ai agi selon le protocole », expliqua-t-elle. Monsieur Langley a violé les règlements fédéraux en intimidant une passagère et en interférant avec l'équipage. Miss Caldwell tenta de la discréditer, suggérant qu'elle avait agi par partialité pour amplifier un incident mineur. Lena tint bon. Mais Amara vit la fatigue dans ses yeux, la douleur d'avoir perdu son emploi pour avoir fait ce qui était juste. Puis vint le tour d'Ethan. La salle retint son souffle alors qu'il s'avançait, ses mains tremblantes. « Mon père m'a demandé de surveiller les réseaux sociaux de Madame Johnson, » admit-il, la voix brisée. Il a engagé Veritas Solutions pour répandre des rumeurs, pirater ses comptes et intimider sa famille. Voici les courriels où il donne les ordres. Il tendit des impressions, que Rachel soumit comme preuve. Un murmure parcourut la salle. Mais l'Anglais, impassible, murmura quelque chose à Caldwell, qui objecta immédiatement. « Ce témoignage est irrecevable. Ce jeune homme est manipulé par des activistes. » Le juge Grayson fronça les sourcils, semblant considérer l'objection. Amara sentit son cœur se serrer. Si les preuves d'Ethan étaient rejetées, leur dossier s'effondrerait. Mais Rachel ne se laissa pas démonter. Elle appela Claire Dubois, la PDG d'Apex Aerospace. Un témoin surprise. Claire, une femme imposante d'une 50aine d'années, s'avança avec une autorité naturelle. « Monsieur Langley m'a contacté personnellement après l'incident, » révéla-t-elle. Il a menacé de retirer ses investissements si nous embauchions Madame Johnson. Il a qualifié son travail de surévalué et a insinué qu'elle ne méritait pas le poste en raison de son profil. Des exclamations éclatèrent dans la salle. Amara sentit une vague de gratitude envers Claire, qui risquait sa propre réputation en témoignant. « Pourquoi avez-vous cédé à ces pressions ?» demanda Rachel. Claire baissa les yeux. Honteuse. « J'ai fait une erreur. J'ai laissé la peur des représailles financières l'emporter sur mes principes. Mais après avoir lu l'article de Mme Nguyen, j'ai décidé de rétablir la vérité. » Caldwell tenta de la déstabiliser, accusant Apex de chercher à apaiser les médias, mais Claire resta inébranlable.
Amara sentit une lueur d'espoir, mais elle savait que Langley n'abandonnerait pas si facilement. Puis vint un coup bas. Caldwell présenta un nouveau témoin. Tom Harris, l'ancien collègue d'Amara. Tom, les cheveux grisonnants et l'air satisfait, répéta ses accusations. Amara a copié mes recherches sur les composites à Atlanta. Elle n'a jamais eu l'originalité nécessaire pour un poste chez Apex. Il produisit des documents prétendument signés de sa main, datant d'avant ceux d'Amara. Rachel objecta, arguant que les documents étaient falsifiés. Mais Grayson permit leur admission, renforçant les doutes sur l'intégrité d'Amara. La rage d'Amara atteignit un sommet. Tom, cet homme qu'elle avait autrefois aidé à rédiger ses propres articles, l'avait trahi pour un chèque de Langley. Les murmures dans la salle devinrent hostiles, certains spectateurs la regardant avec suspicion. Mais Rachel contre-attaqua, présentant des courriels où Tom félicitait Amara pour ses idées novatrices, contredisant son témoignage. Monsieur Harris, combien Veritas Solutions vous a-t-elle payé pour ce mensonge? Lança-t-elle. Tom bafouilla, mais le mal était fait. Amara sentit la balance pencher légèrement en sa faveur, mais la menace de Grayson planait toujours. Le lendemain, la situation s'aggrava. En arrivant à son hôtel après une journée d'audience, Amara trouva sa chambre saccagée. Ses vêtements étaient déchirés, ses notes pour le procès éparpillées, et une photo encadrée de son grand-père, qu'elle avait apporté pour se donner du courage, gisait brisé sur le sol. Un message, écrit au marqueur sur le miroir, disait « Abandonne » ou pire arrivera. Amara s'effondra, les larmes coulant enfin, non pas de peur, mais de rage. Langley, ou ses sbires, avait violé son sanctuaire, profané l'héritage de son grand-père une seconde fois. Elle appela Rachel, qui arriva avec Clara. « C'est une intimidation directe », déclara Rachel, prenant des photos pour la police. « Nous allons demander une protection immédiate. » Mais Clara fronça les sourcils. « La police de Seattle a des liens avec Langley. J'ai trouvé des dons de Triton Enterprises à leur fondation. » Amara sentit un frisson. Même la justice semblait corrompue, mais elle refusa de plier. « Ils veulent que je craque, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Mais je ne leur donnerai pas ce plaisir. » Le troisième jour du procès, Langley monta à la barre. Son assurance était écœurante. Son ton paternaliste alors qu'il répétait ses mensonges. « J'ai agi pour protéger ma fille. Madame Johnson m'a provoqué. Et la vidéo a été manipulée pour me faire passer pour un raciste. » Mais Rachel les mit en pièces, le confrontant au courriel d'Ethan, aux preuves de Veritas, et à la vidéo intégrale, qui montrait son geste délibéré avec le café. « Monsieur Langley, combien de personnes avez-vous intimidé avant Madame Johnson? » demanda-t-elle. Langley bafouilla, son masque tombant enfin. Puis, dans un moment de panique, il commit l'irréparable. Alors que Rachel quittait la salle pour une pause, Langley l'intercepta dans le couloir, sifflant « Vous et votre cliente allez regretter ça. Je peux vous briser toutes les deux. » Mais il ignorait que Clara, toujours vigilante, filmait. La vidéo, diffusée immédiatement par les réseaux sociaux, devint virale. Le hashtag #Langley menace dépassant Justice pour Amara, Grayson, sous pression, ne pouvait plus ignorer les preuves. Le coup final vint de Diane Voss, une ancienne associée de Langley chez Triton Enterprises. Appelée par Rachel, elle révéla que Langley avait un historique de pratiques discriminatoires, y compris des licenciements ciblés de femmes et de minorités. « Il m'a dit un jour que les gens comme eux ne devraient pas occuper des postes de pouvoir, » témoigna-t-elle, regardant Langley avec dégoût. La salle explosa, Grayson réclamant le silence. Amara sentit une vague de triomphe, mais aussi de tristesse. Combien d'autres avaient souffert en silence avant elle? Le procès culmina lorsque Rachel présenta un rapport accablant. Triton Enterprises avait perdu un contrat de défense de 2 milliards de dollars pour violation des lois anti-discrimination. Grâce aux révélations de Clara, Langley, acculé,
quitta la salle en trombe. Mais la police l'arrêta à la sortie pour intimidation de témoins. Basé sur la vidéo de Clara, le verdict tomba une semaine plus tard. Grayson, sous la pression de l'opinion publique, n'eut d'autre choix que de statuer en faveur d'Amara. Langley fut condamné à verser 25 millions de dollars de dommages, dont 7 millions furent alloués à une fondation créée par Amara pour soutenir les victimes de discrimination. Il fut également contraint de publier des excuses publiques, un texte lu d'une voix monotone, le visage défait, devant une foule de caméras. Triton Enterprises, sous la menace de poursuites supplémentaires, le força à démissionner. Amara, épuisée mais victorieuse, accepta une offre de Claire Dubois pour devenir directrice de la recherche chez Apex, un rôle créé pour elle. Lena fut réintégrée par la compagnie aérienne avec des excuses publiques, et Ethan, libéré du joug de son père, reçut une bourse anonyme, financée, soupçonnait Amara, par Diane Voss. Quelques mois plus tard, Amara et Lena prirent de la parole lors d'une conférence aérospatiale à Washington. Devant une salle comble, Amara raconta son histoire, non pas comme une victime, mais comme une survivante. Chaque fois que nous refusons de céder, chaque fois que nous disons non à l'injustice, nous ouvrons une porte pour ceux qui suivent, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. La salle se leva, l'applaudissant pendant plusieurs minutes. Clara, dans le public, publia un dernier article, Amara Johnson, la femme qui a fait tomber un titan. En rentrant chez elle à Atlanta, Amara trouva une enveloppe sur son porche. À l'intérieur, une réplique de l'épingle de son grand-père, forgée par un artisan local, accompagnée d'une note pour une pionnière du ciel, Ethan. Elle sourit, les larmes aux yeux, et attacha l'épingle à son manteau. L'Anglais avait voulu la briser, mais il avait créé un symbole, et ce symbole, elle le savait, inspirerait d'autres à voler plus haut, à défier les cieux et à réclamer leur place. L'histoire d'Amara Johnson, une femme noire confrontée à l'injustice brutale de Richard Langley dans un avion, résonne comme un cri de ralliement pour tous ceux qui ont déjà ressenti le poids de la discrimination ou de l'abus de pouvoir. En France, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de notre identité nationale. Cette histoire nous interpelle profondément, non seulement par sa dramaturgie, mais par les leçons universelles qu'elle porte. À travers son courage, sa résilience et sa quête de justice. Amara nous offre un miroir pour réfléchir à nos propres actions et à la manière dont nous pouvons, dans nos vies quotidiennes, combattre l'injustice et promouvoir l'équité. Ce récit, empreint de rage et de triomphe, nous pousse à examiner nos responsabilités individuelles et collectives dans un monde où le privilège et le pouvoir continuent de marginaliser les plus vulnérables. Tout d'abord, l'histoire d'Amara nous enseigne la puissance de la résistance face à l'oppression. Lorsqu'elle refuse de céder son siège à l'Anglais, un homme qui incarne l'arrogance du pouvoir, elle ne se contente pas de défendre son droit, elle affirme sa dignité. En France, où l'histoire des luttes sociales, de la Révolution française aux manifestations modernes pour l'égalité, est profondément ancrée. Le geste d'Amara résonne comme un écho de nos propres combats. Combien de fois avons-nous été témoins ou victimes d'injustices, qu'il s'agisse de remarques discriminatoires au travail, de préjugés dans les espaces publics, ou de micro-agressions quotidiennes? Amara nous rappelle qu'un simple non peut être un acte révolutionnaire. Dans notre vie quotidienne, cela signifie avoir le courage de confronter les comportements injustes, même lorsque cela semble risqué. Par exemple, au travail, dénoncer une remarque sexiste ou raciste, même dans un cadre informel, peut amorcer un changement culturel. Ce n'est pas toujours facile. Amara a payé un prix élevé, de la perte de son entretien à la profanation de ses biens. Mais son exemple montre que la résistance, même isolée, peut inspirer un mouvement plus large. Ensuite, cette histoire souligne l'importance de la solidarité. Sans Lena Kim, qui a risqué sa carrière pour défendre Amara, sans Clara Nguyen, qui a exposé les machinations de l'Anglais, et sans Ethan, qui a trahi son propre père pour la vérité.
Amara aurait pu être écrasé par le système. En France, la fraternité est plus qu'un slogan, c'est un appel à agir ensemble. Nous voyons cela dans les mouvements citoyens, comme les collectifs qui soutiennent les migrants ou les associations qui luttent pour l'égalité des genres. Dans nos vies, cela peut se traduire par des gestes simples, écouter un collègue marginalisé, signaler une injustice observée, ou amplifier la voix de ceux qui sont réduits au silence. La solidarité d'Amara avec Lena, et vice-versa, nous enseigne que les alliances, même improbables, sont essentielles pour renverser les structures oppressives. Par exemple, dans un quartier, organiser une réunion pour discuter des discriminations locales ou soutenir un voisin victime d'injustice peut créer une chaîne de solidarité. Tout comme Lena et Clara l'ont fait pour Amara. Une autre leçon cruciale est la résilience face à l'adversité. Langley a tout fait pour briser Amara piratage de ses comptes. Diffamation, vandalisme, menaces contre sa famille. Pourtant, elle a tenu bon, transformant sa rage en une force motrice pour la justice. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Simone Veil, qui a surmonté l'antisémitisme et les attaques personnelles pour défendre les droits des femmes. La résilience d'Amara trouve un écho. Dans nos vies, cela signifie persévérer malgré les obstacles, qu'il s'agisse de discrimination professionnelle, de jugements sociaux ou de revers personnels, par exemple. Une jeune femme refusée pour un poste en raison de son genre ou de son origine peut, comme Amara, canaliser sa frustration pour se former davantage, chercher des alliés, ou même créer sa propre opportunité. La Fondation d'Amara pour les victimes de discrimination illustre comment transformer la douleur en action positive. Une leçon que nous pouvons appliquer en soutenant des causes locales ou en lançant des initiatives communautaires. Enfin, l'histoire d'Amara met en lumière la nécessité de défier les systèmes corrompus. Langley incarnait un système qui protège les puissants, mais sa chute, provoquée par des preuves irréfutables et une opinion publique mobilisée, montre que même les titans peuvent tomber. En France, où les scandales de corruption ou d'abus de pouvoir secouent régulièrement l'actualité. Cela nous rappelle l'importance de la vigilance citoyenne. Que ce soit en signalant des abus dans une entreprise, en participant à des pétitions pour des réformes, ou en soutenant des enquêtes journalistiques. Nous avons le pouvoir de demander des comptes. Amara a utilisé le système judiciaire, malgré ses imperfections, pour obtenir justice. De même, nous pouvons utiliser les outils démocratiques, vote, manifestation, plaidoyer, pour pousser au changement. Par exemple, rejoindre une association qui lutte contre les discriminations ou écrire à un élu local pour dénoncer une injustice sont des moyens concrets d'appliquer cette leçon. En conclusion, l'histoire d'Amara n'est pas seulement celle d'une femme contre un homme, c'est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un cadeau, mais un combat, et que chaque acte de courage, chaque geste de solidarité, chaque refus de plier face à l'injustice peut changer le cours de l'histoire. En France, où nous chérissons l'idéal d'égalité, nous pouvons honorer Amara en vivant ses valeurs au quotidien, en défiant les préjugés, en soutenant les marginalisés, et en exigeant la transparence des puissants. Alors, soyons inspirés par son courage. Engageons-nous à faire de nos espaces, nos bureaux, nos écoles, nos quartiers, des lieux où la justice prévaut. Si cette histoire vous a touché, agissez maintenant. Mettez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de courage et de justice. Laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer votre soutien à Amara et à tous ceux qui luttent contre l'injustice. Ensemble, faisons entendre nos voix